Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous révéler 5 secrets que Chopin donnait à ses élèves les plus proches. Des conseils authentiques basés sur des témoignages historiques. Si vous voulez transformer votre toucher, votre musicalité, vos interprétations, eh bien cette vidéo elle est faite pour vous. C'est parti. Chopin disait à ses élèves, vous devez faire chanter vos doigts. Alors c'est une belle image, mais c'était beaucoup plus qu'une belle image pour Chopin, c'était un vrai principe. Et ce principe prend essence dans ce que l'on appelle le bel canto. Le bel canto, c'est l'art du beau chant, et ça vient d'Italie, de l'opéra italien exactement. Chopin avait un culte sans nom pour l'opéra de Bellini. Et il avait aussi une grande admiration pour toutes les cantatrices de son temps, des années 30 à peu près, comme Giulia Grisi ou La Pasta. Et Chopin a passé sa vie, finalement, à essayer de retranscrire cette déclamation si particulière qu'ont les chanteurs d'opéra au piano. Et on a des témoignages, par exemple, de Karol Mikuli, qui était un de ses élèves assistants. Il disait que Chopin, quelquefois, arrêtait un élève dès la première note parce qu'elle ne résonnait pas comme la voix humaine. Je vais vous montrer sur un petit extrait d'une œuvre de Chopin ce que c'est que de jouer sans expressivité et avec justement expression. Tempo rubato. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le temps dérobé, le temps subtilisé. C'est-à-dire que Chopin avait une vision du rythme très libre. Il pouvait tout à fait accélérer ou ralentir dans une pièce, même si ce n'était pas indiqué. Alors il existe 2 rubatos différents. Vous avez le rubato expressif, qui est un rubato où vous avez votre main gauche qui joue, si elle joue des accords bien entendu, va garder le tempo de manière fixe, et la main droite qui va prendre des libertés au niveau du rythme, des retards ou des accélérations. C'est assez difficile à faire parce qu'il faut une grande indépendance des mains. Et il y a un autre rubato qui existe, qui est le rubato agogique, c'est-à-dire rythmique. Et là, c'est tout l'édifice sonore qui va se mouvoir, et les 2 mains vont bouger ensemble. Alors, on n'a aucune trace musicologique, en fait, de tout ça. On a des écrits, quand même, de Chopin, c'est-à-dire Chopin a bien défini qu'il y avait 2 rubatos, ceux dont je viens de vous parler. Quand je dis musicologique, c'est-à-dire il n'y a rien sur les partitions qu'on a retrouvé d'indications comme quoi il fallait sur telle sonate ou telle valse jouer tel rubato. C'est ce qui nous facilite pas la tâche, d'un côté, mais d'un autre côté, ça nous donne aussi une grande liberté d'approche par rapport à sa musique. Je vais vous montrer un petit extrait d'une mazurka avec justement le rubato expressif et le rubato rythmique. Je vais commencer d'abord par le rubato expressif, c'est-à-dire que ma main gauche va rester fixe, et ma main droite va bouger légèrement. Là, j'ai étiré la phrase à la fin, par exemple. Regardez. Maintenant, le rubato rythmique, c'est-à-dire que je peux tout à fait décider d'accélérer ou de ralentir. Par exemple, si je ralentis, là, la main gauche suit la main droite. Maintenant, je peux tout à fait tout accélérer. Il y a 1001 façons de travailler Chopin avec ce système de rubato. Même 2 mesures, on peut y passer des heures à essayer de trouver plein de solutions possibles. Chopin disait à ses élèves, entendez la musique dans votre tête avant de la jouer. Alors ça parle d'un sujet qui est très important, c'est le solfège. C'est la capacité d'entendre les sons avant de les jouer. Mais pas seulement, c'est-à-dire que Chopin insistait sur le fait que la mémorisation est un processus intérieur. Il était contre la mémorisation mécanique, c'est-à-dire en travaillant sur son piano. Donc il insistait beaucoup pour travailler le chant intérieur. Si j'ai un conseil à donner, et pas seulement pour les amateurs, mais aussi pour les professionnels, c'est de chanter les mélodies. C'est-à-dire de vivre à l'intérieur avec sa musique. Parce que
Si vous le faites pendant plusieurs jours, que vous réfléchissez vraiment, que vous ressentez vraiment ces mélodies, normalement, ça devrait influencer votre geste quand vous jouez. C'est-à-dire que c'est un autre processus, ça part de l'intérieur. Je vais vous révéler quelque chose de très personnel et qui a transformé ma façon de jouer, qui rejoint totalement ce que Chopin enseignait. C'est très radical, mais pendant 8 ans, j'ai travaillé uniquement sur ce qu'on appelle un clavier muet. C'est-à-dire, c'est un instrument, c'est une mécanique de piano à queue comme celle-ci, mais il n'y a pas les cordes à l'intérieur. C'est-à-dire qu'aucun son sort de l'instrument, c'est juste l'écoute intérieure et le geste. Ce sont des instruments qu'on fabriquait au 19e siècle, donc à l'époque de Chopin. Et ce que j'ai découvert en pratiquant pendant 8 ans de cette manière-là, et exclusivement de cette façon-là, c'est que la musique naît avant le son. Elle est dans l'écoute intérieure, dans l'imagination et dans le geste. Et ça rejoint tout à fait ce que disait Chopin, entendez avant de jouer. Chopin considérait que plus de 2 heures de travail par jour était contre-productif. Alors, oui et non. Là, je vais donner un peu mon avis personnel. Parce que si je mets mon costume de concertiste, là pour moi c'est un non catégorique. Par contre, si je mets mon costume de pédagogue, c'est un oui également catégorique. Parce que j'ai vécu des décennies à travailler mon piano plus de 14 heures par jour. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Chopin n'était pas un musicien de concert. Il gagnait sa vie en donnant des cours et en éditant son travail de compositeur. Le concert, ça l'intéressait absolument pas. Justement, c'est le petit bémol que je voudrais rajouter. C'est parce qu'il n'était pas confronté au fait de devoir donner des concerts avec des répertoires gigantesques ou extrêmement difficiles à faire. D'ailleurs, il a été confronté, le peu de concerts qu'il a fait, il n'a joué quasiment que sa musique. Il enseignait la musique des autres, il l'étudiait, ça n'empêche pas. Mais le métier de concertiste et donner des concerts, faire des tournées, ça c'est un truc qu'il n'a jamais vécu. Donc, d'un point de vue, on va dire, musicien, là je dis non, c'est pas possible de travailler que 2 heures par jour pour justement faire le métier. Par contre, là où c'est très important et là où je le rejoins complètement, si on se met d'un point de vue pédagogique, c'est que faut pas oublier que Chopin s'occupait d'amateurs. Il ne formait pas des musiciens professionnels. Moi, j'enseigne depuis plus d'une vingtaine d'années et j'ai toutes sortes d'élèves. J'ai plein de gens qui n'ont rien à voir avec la musique et qui apprennent le piano par passion. Et justement, ça, c'est très intéressant ce qu'il dit parce que, en fait, pour quelqu'un qui est amateur, qui n'est pas artiste, il faut l'aider à avoir ce qu'on appelle une stratégie, c'est-à-dire avoir, en fonction de son emploi du temps, des petites fréquences de travail. Là où il faut être vraiment intransigeant, c'est le fait que la personne, que l'élève, développe une vraie concentration et un désir de progresser quand il joue. Ça paraît évident quand on dit ça, mais pas toujours. Moi, j'ai croisé plein d'élèves qui, des fois, se mettaient au piano, simplement pour se mettre au piano, mais qui recherchaient pas le progrès, forcément. Même si je leur donnais toutes les infos, ils avaient pas justement ce petit truc pour dire « Ah, là, c'est mieux ». Et ça, c'est la grosse difficulté avec les élèves, et si je mets un point d'honneur à ça, c'est d'essayer de les rendre le plus indépendants possible. Et surtout, quand on est amateur, de pas y passer 3 heures. Parce que pour faire 3 heures et être super concentré, c'est extrêmement difficile. Moi, quand je fais 14 heures de piano aujourd'hui, je vais les faire et je serai très concentré. Mais ça fait plus d'une trentaine d'années que je fais ça et je fais que ça. Donc c'est mon métier. Mais un élève qui a autre chose à faire et qui se met au piano, c'est pas une question de quantité. Quand on dit 14 heures par jour, on voit tout de suite la quantité. Mais c'est surtout le niveau de concentration qu'on va avoir quand on fait ça. Oui, plus de 2 heures par jour pour un amateur, ça me paraît trop s'il n'y a pas eu ce travail justement d'attention et de concentration. Chopin disait à ses élèves, ne me copiez pas, trouvez votre propre voix. Alors ça, c'est super intéressant parce que ça va même au-delà de la musique. On est dans une époque où on veut tout de suite, où c'est tout de suite maintenant, il faut que ça aille vite. Alors, moi, je suis pas un ancianiste attardé en train de vous dire il faut revenir au 19e siècle et que tout le monde ait des claviers muets à la maison et que c'est pas ça du tout. Je suis tout à fait content du confort que la technologie apporte aujourd'hui. Mais le problème de ça, c'est que la musique, ça demande une qualité très particulière qui est absolument pas mise en valeur aujourd'hui, on n'en parle jamais, ça s'appelle la patience. Et ça, il n'y a pas de miracle pour ça. C'est-à-dire que ça peut prendre du temps, ça peut prendre même beaucoup de temps, et on en oublie complètement qu'en fait, c'est pas le point d'arrivée qui est intéressant, mais c'est aussi le cheminement qui est intéressant. Et c'est une aventure, et c'est cette aventure-là qu'il faut vivre, parce que avoir tout de suite rapidement, on n'apprend rien finalement, on répète des recettes. Alors moi, je suis pas du tout ceux qui prônent le piano en 10 minutes, hein, ça c'est pas du tout mon histoire, tous mes élèves le savent, mais c'est beaucoup plus intéressant, parce qu'au final, on va progresser beaucoup plus loin, on va aller beaucoup plus loin que juste d'appliquer des recettes.
Maintenant, cette phrase, elle s'applique aussi aux artistes en devenir ou aux artistes de manière générale, même les professionnels. Parce que moi, je suis toujours embêté quand on me demande, mais c'est qui ton pianiste préféré? Bah, je sais pas en fait, parce que j'admire beaucoup de gens. Il y a plein de gens que j'ai admirés toute ma vie. Je trouve du talent à plein de gens, mais en fait, c'est une erreur de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. Je dis maintenant, je peux le dire, c'est le pianiste que je préfère, c'est celui que j'ai envie de devenir, parce que j'ai toujours cet espoir de progresser jusqu'à la dernière minute de ma vie. Donc c'est pas de l'ego de ma part, c'est juste que je suis dans un processus d'apprentissage en permanence. Et je trouve ça plus intéressant que de vouloir porter le costume d'un autre. Parce qu'on n'a pas les mêmes mains, on n'a pas les mêmes éducations musicales, des fois on n'a même pas du tout la même culture. Donc cette histoire de se trouver soi-même, oui, c'est passionnant, beaucoup plus passionnant que de copier, mais au final c'est pas le plus facile à faire. Je pense que ça nécessite ce genre de choses, un accompagnement sur mesure. Et si vous me voyez enseigner à un élève et puis à un autre, les cours n'auront strictement rien à voir, parce que je m'adapte en fonction de la personne, étant donné que chaque élève est différent. Si tous les sujets que j'ai abordés aujourd'hui vous ont intéressé, que vous voulez creuser avec moi, eh bien écoutez, vous pouvez me contacter sur mon site internet alexandre.fr ou bien me laisser un message sur Instagram en privé. À bientôt.